le soleil déclinait sur Ouagadougou, enveloppant la capitale du Burkina Faso d'une lumière rouge et poussiéreuse. Dans la grande salle du palais présidentiel, les journalistes attendaient les caméras prêtes, un silence lourd de tension. Quelques jours plus tôt, un message attribué au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait circulé porteur de menaces voilées à l'encontre des dirigeants africains. Qu'ils soient authentiques ou non, il avait déclenché une onde de colère à travers tout le continent. Puis, sans note, sans prompteur, Ibrahim Traoré fit son entrée. Le regard droit, l'allure calme mais ferme, il salua brièvement et s'empara du micro. Les premiers mots claquèrent comme une gifle. L'Afrique n'est plus à genoux. Ce n'était pas un discours comme les autres. C'était l'instant où un président africain choisissait de répondre non pas pour lui seul, mais au nom d'une génération entière. Et vous croyez-vous que l'Afrique a enfin trouvé des voix capables de dire non haut et fort face au monde? Si vous pensez que cette histoire mérite d'être entendue, restez jusqu'au bout. Voici la vérité derrière les gros titres de Africa News. Quelques jours avant cette scène mémorable, Ouagadougou bruissait de rumeurs. Un message présenté comme provenant de Benjamin Netanyahou avait été relayé sur les réseaux sociaux. Ces mots chargés d'arrogance et de menaces implicites visaient non seulement le Burkina Faso, mais l'ensemble des dirigeants africains qui refusaient de plier devant les puissances étrangères. Qu'il s'agisse d'un authentique échange diplomatique ou d'une provocation montée de toutes pièces, l'effet avait été immédiat. Un mélange de colère et de défi s'était propagé des rues poussiéreuses de Bobo-Dioulasso aux capitales voisines. Dans ce climat électrique, Ibrahim Traoré convoqua la presse nationale et internationale. Le jour venu, la salle du palais présidentiel était comble. Journalistes locaux, correspondants étrangers, caméras de télévision, y compris celles d'Africa News, étaient braquées sur le pupitre. Chacun savait que le président parlerait sans compromis, mais nul n'imaginait la force des mots qui allaient suivre. Traoré entra sans dossier, sans téléprompteur. Il prit une courte inspiration et lança « Burkina Faso ne prend pas d'ordre d'Israël. Si vous touchez à l'un de nous, vous nous affrontez tous. » Les phrases s'enchaînèrent plus tranchantes les unes que les autres. Il rappela les décennies de domination coloniale, les ingérences politiques, les ressources pillées. Sa voix posée, mais inflexible, résonnait jusque dans les coins les plus reculés de la salle. Il ne s'agissait pas seulement de défendre son pays, mais d'ériger un rempart symbolique pour toute l'Afrique. Les visages des journalistes oscillaient entre surprise et admiration. Certains griffonnaient frénétiquement, d'autres filmaient chaque geste, chaque inflexion. Sur les réseaux, les extraits du discours commençaient déjà à circuler, promettant un écho bien au-delà des frontières. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que cette intervention n'était que le prélude à une onde de choc politique et émotionnel qui allait embraser tout un continent. À mesure que Ibrahim Traoré parlait, la tension dans la salle semblait se transformer en une énergie palpable. Il ne se contentait pas de répondre à une attaque supposée de Netanyahou. Il livrait un manifeste. Ces mots taillés comme des pierres précieuses, mais lancés comme des flèches, touchaient leur cible avec une précision chirurgicale. Pendant des siècles, on nous a dicté comment vivre, quoi produire et à qui vendre nos richesses. Aujourd'hui, nous disons non. L'Afrique ne se vend pas. L'Afrique ne s'achète pas. Les caméras d'Africa News captèrent chaque seconde, diffusant en direct vers des millions de foyers sur le continent et dans la diaspora. Dans les villages reculés du Sahel, des radios communautaires traduisaient simultanément ces paroles en langue locale pour que même ceux qui ne parlaient pas français puissent entendre le message. Puis vint la phrase qui allait devenir virale « Si vous touchez à l'un de nous, vous nous affrontez tous ». Un instant de silence suivit lourd et intense avant que des applaudissements nourris ne remplissent la salle. Les journalistes se levèrent certains, visiblement émus, d'autres choqués, par tant de franchise, dans un contexte diplomatique habituellement feutré.
Traoré évoqua ensuite la solidarité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, rappelant que l'Alliance des États du Sahel n'était pas une alliance de façade, mais une promesse de protection mutuelle. Il cita les héros panafricains du passé, de Thomas Sankara à Patrice Lumumba, traçant un fil rouge entre leur combat et celui d'aujourd'hui. Ce discours n'était pas une improvisation hasardeuse, il avait le rythme, la force et la conviction d'un appel à l'histoire. Chacun dans la salle comprenait qu'il assistait à un moment qui, tôt ou tard, figurerait dans les livres d'histoire. Mais ce n'était que la première étincelle. Au dehors, une marée humaine commençait déjà à se former. Dès les premières heures qui suivirent, le discours, les images diffusées par Africa News se répandirent comme une traînée de poudre. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Edge Africa Unite, Yadjaj We Stand With Traoré et Dadja Burkina Faso Free montaient en tendance dans plusieurs pays africains et au sein des diasporas en Europe et en Amérique. À Ouagadougou, des centaines de personnes descendirent spontanément dans les rues brandissant des drapeaux du Burkina Faso et des pancartes proclamant « Un pour tous, tous pour un ». Les slogans panafricains résonnaient dans l'air chaud de la soirée, accompagnés de tambours et de chants traditionnels. Des scènes similaires se produisaient à Bamako, Niamey, Conakry et même dans certains quartiers de Paris, où la communauté africaine organisait des rassemblements de soutien. Dans les jours qui suivirent, les présidents du Mali et de la Guinée exprimèrent publiquement leur solidarité avec Ibrahim Traoré, saluant une voix qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas. Cette prise de position marqua un renforcement visible du bloc politique naissant autour de l'Alliance des États du Sahel. Pour les observateurs, le plus frappant était le contraste entre la ferveur populaire et le silence des chancelleries occidentales. Ni Paris, ni Washington, ni Tel Aviv ne réagirent officiellement. Ce mutisme, interprété par beaucoup comme un signe de malaise, ne fit qu'accroître le sentiment que Traoré avait touché un nerf sensible. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les conversations tournaient autour d'un seul sujet. C'est notre président, il parle pour nous tous. Les anciens se souvenaient des discours enflammés de Thomas Sankara. Les jeunes y voyaient la confirmation que leur génération pouvait elle aussi incarner le changement. Et tandis que la nuit tombait sur la capitale, les images des rassemblements et les extraits du discours continuaient de tourner en boucle à la télévision et sur les téléphones portables. Le message était clair, ce qui avait commencé comme une réponse à un message controversé s'était transformé en un mouvement politique et émotionnel dépassant largement les frontières du Burkina Faso. Dans les jours qui suivirent, le discours historique d'Ibrahim Traoré, un vent nouveau semblait souffler sur le Burkina Faso. Dans les marchés, les maquis, les salles de classe, un même sentiment s'exprimait, celui d'une fierté retrouvée. Les conversations, autrefois accaparées par les difficultés économiques et l'insécurité, se concentraient désormais sur la nécessité de se tenir debout et de soutenir les choix du gouvernement. Les jeunes, en particulier, furent galvanisés. Des groupes d'étudiants organisèrent des conférences-débats pour analyser les propos du président et discuter des moyens de concrétiser ses appels à l'autonomie. Dans certaines universités, des clubs Panafrique virent le jour avec pour mission de promouvoir la coopération entre les nations africaines et de développer des projets communautaires. Dans les campagnes, là où l'accès à l'information est plus limité, les radios locales rediffusaient en boucle les extraits du discours. Des agriculteurs affirmaient y trouver une motivation nouvelle pour produire localement et réduire la dépendance aux importations. Les marchés de produits burkinabés connurent un regain d'activité soutenu par une campagne citoyenne baptisée « Achetons burkinabé ». Parallèlement, des volontaires affluèrent pour rejoindre les forces de défense et de sécurité ou les unités de volontaires pour la défense de la patrie. Pour beaucoup, il ne s'agissait pas seulement de défendre le territoire, mais aussi l'idée d'une Afrique souveraine, maître de ses choix. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, des fresques murales à l'effigie d'Ibrahim Traoré commencèrent à apparaître accompagnées de slogans tirés de son discours.
Les vendeurs ambulants proposaient des t-shirts et des drapeaux portant l'inscription « L'Afrique n'est plus à genoux ». Ce réveil civique avait aussi ses défis. L'attente envers le gouvernement augmentait et la population espérait voir ces paroles se traduire rapidement en actions concrètes. Mais une chose était sûre, le discours avait insufflé un sentiment de dignité collective qui ne se dissipait pas. Sur le plan politique, l'allocution d'Ibrahim Traoré résonna bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Dans la sous-région, le Mali et le Niger réaffirmèrent leur engagement indéfectible au sein de l'Alliance des États du Sahel, saluant une parole courageuse qui redonne espoir à tout un continent. Cette prise de position consolida un bloc géopolitique déjà en gestation, prêt à défendre ses intérêts communs face aux pressions extérieures. Au sein de l'Union africaine, plusieurs délégations reprirent les propos du président burkinabé pour appeler à une politique plus affirmée de souveraineté économique et de non-ingérence. Des discussions émergèrent autour de la création d'un fonds panafricain destiné à réduire la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds étrangers. Dans les chancelleries occidentales, la réaction fut plus mesurée. Si aucune déclaration officielle ne condamna ouvertement le discours des sources diplomatiques, confiaient à demi-mot leur inquiétude face à la popularité croissante de Traoré. En privé, certains analystes européens reconnaissaient que cette rhétorique panafricaine séduisait une large partie de la jeunesse africaine et pourrait redessiner les rapports de force traditionnels. En France, le discours fit l'objet d'analyses contrastées. Les médias proches de la diaspora africaine le présentèrent comme une rupture historique, tandis que d'autres soulignaient le risque d'isolement économique. Cependant, même parmi les critiques, une idée s'imposait. Ibrahim Traoré était désormais une figure incontournable dans les débats sur l'avenir des relations franco-africaines. Au niveau international, la couverture médiatique resta inégale. Des plateformes comme Africa News en firent leur une, tandis que certaines chaînes occidentales minimisèrent l'événement. Cette disparité contribua à alimenter le discours déjà présent dans l'opinion publique africaine, selon lequel les médias traditionnels préféraient ignorer les voix qui remettaient en cause l'ordre établi. Cette onde de choc politique et diplomatique partit d'une simple prise de parole, confirma que l'allocution de Traoré n'était pas un acte isolé, mais bien le point de départ d'une recomposition stratégique au Sahel, et peut-être d'un nouvel élan pour le panafricanisme du XXIe siècle. En France, les réactions au discours d'Ibrahim Traoré révélèrent une fracture entre différents cercles d'opinion. Du côté des médias traditionnels comme Le Monde Afrique ou France 24, la tonalité oscillait entre l'admiration prudente et la mise en garde. Certains éditorialistes saluèrent un discours de dignité qui redonne une voix forte au Sahel, tandis que d'autres avertissaient d'un risque de rupture définitive avec les partenaires historiques. Au sein des milieux académiques, notamment à Sciences Po et à l'INALCO, des débats animés portèrent sur la nature de cette nouvelle rhétorique panafricaine. Plusieurs chercheurs soulignèrent qu'elle marquait un tournant générationnel, un leader jeune, issu des forces armées, s'adressant directement au peuple plutôt qu'aux diplomates et utilisant les codes de communication modernes amplifiés par les réseaux sociaux et par Africa News. Les communautés africaines vivant en France réagirent avec enthousiasme. Dans les quartiers populaires de Paris-Marseille ou Lyon, des rassemblements spontanés se tinrent brandissant le drapeau du Burkina Faso et des pancartes, reprenant les phrases fortes du discours. Pour ces diasporas, Traoré incarnait un type de leadership que beaucoup attendaient clair, courageux et affranchi des tutelles étrangères. Cependant, dans les cercles politiques français, l'accueil fut plus nuancé. Officiellement, les ministères restèrent discrets, évitant toute confrontation verbale. En coulisses, certains responsables exprimaient leurs préoccupations quant à l'érosion de l'influence française au Sahel, amorcée depuis les retraits militaires de plusieurs pays, dont le Burkina Faso. Les think tanks parisiens spécialisés en Afrique commencèrent à intégrer le facteur Traoré dans leurs analyses prospectives.
Pour eux, la montée en popularité de ce président, au discours sans filtre, pourrait influencer les élections à venir dans d'autres pays africains, inspirant de nouvelles figures politiques à adopter un ton similaire. Ainsi, sous le prisme français, le discours de Traoré fut à la fois perçu comme une alerte géopolitique et comme un phénomène médiatique qui ne pouvait plus être ignoré. Au-delà de la France, le discours d'Ibrahim Traoré trouva un écho retentissant sur plusieurs continents. En Afrique de l'Ouest, les médias panafricains et les plateformes d'information, comme Africa News, le placèrent en une, le décrivant comme un moment charnière du panafricanisme moderne. Au Mali, au Niger, en Guinée et même au Sénégal, de nombreux éditoriaux louèrent un acte de courage politique et un appel clair à l'unité africaine contre toute forme de domination. Sur le continent africain anglophone, notamment au Nigeria, en Afrique du Sud et au Kenya, les analystes virent dans ce discours un exemple à suivre, celui d'un leader prêt à rompre avec les postures diplomatiques habituelles pour parler directement au peuple. Les réseaux sociaux amplifièrent le message, des extraits traduits en anglais, en arabe et en portugais circulèrent massivement, atteignant même des communautés afrodescendantes en Amérique latine. En Occident, les réactions furent plus contrastées. Aux États-Unis, quelques médias spécialisés en relations internationales couvrirent l'événement en soulignant le positionnement stratégique du Burkina Faso au Sahel et les implications possibles pour la sécurité régionale. Cependant, la plupart des grands réseaux télévisés occidentaux minimisèrent ou ignorèrent le discours confirmant aux yeux de beaucoup d'Africains la tendance des médias traditionnels à passer sous silence les voix qui contestent l'ordre établi. Dans les pays émergents comme le Brésil, l'Inde et la Turquie, la prise de parole de Traoré suscita curiosité et respect. Certains éditorialistes y virent une convergence avec les politiques de souveraineté nationale que ces pays défendent sur la scène internationale. Enfin, dans les instances multilatérales, telles que l'Union africaine et dans une moindre mesure aux Nations unies, le discours alimenta les discussions sur la nécessité de réformer la gouvernance mondiale afin de mieux représenter les intérêts africains. Ainsi vu du monde, le discours de Traoré dépassa le simple cadre d'une polémique diplomatique. Il devint un symbole, une déclaration d'indépendance politique et mentale, destinée à inspirer bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Une semaine après le discours qui avait embrasé les rues de Ouagadougou et animé les débats sur tout le continent, Ibrahim Traoré prit tout le monde de court. Lors d'une conférence conjointe avec les chefs d'État du Mali et du Niger, il annonça la signature d'un traité de défense mutuelle renforcé au sein de l'Alliance des États du Sahel. Ce texte, beaucoup plus ambitieux que les accords précédents, prévoyait une assistance militaire immédiate en cas d'agression contre l'un des membres et une coordination économique pour réduire la dépendance aux importations étrangères. Mais ce n'était pas tout. Dans la même déclaration, Traoré confirma que son gouvernement lançait un vaste programme d'investissement dans l'agriculture et l'énergie solaire, financé en partie par des partenariats sud-sud avec d'autres pays africains et asiatiques. Il n'y avait pas un mot sur les aides occidentales, et c'était précisément là le message « Nous ne demandons pas la permission pour bâtir notre avenir ». Cette double annonce provoqua un choc dans les milieux diplomatiques. Ce qui pour beaucoup n'était qu'un discours symbolique devenait une feuille de route concrète avec des mesures immédiates et un calendrier clair. Les sceptiques qui quelques jours plus tôt minimisaient ces paroles furent forcés de constater que le président du Burkina Faso n'agissait pas pour la forme. Dans les rues, l'enthousiasme redoubla. Les marchés organisèrent des journées « Consommons local ». Les étudiants lancèrent des campagnes de plantation d'arbres pour soutenir le programme environnemental. Les réseaux de Africa News diffusaient en continu des images de ce nouvel élan, montrant un pays en mouvement. Les jours qui suivirent scellèrent cette transformation. Les images d'Ibrahim Traoré, signant le traité de l'Alliance des États du Sahel, firent le tour du continent, mais ce furent surtout les gestes plus intimes qui frappèrent les esprits. On le vit dans un village reculé du nord du Burkina Faso, partager un repas simple avec des cultivateurs assis sur une natte sans caméra officielle,
les seules images provenaient des téléphones des habitants. Cette proximité rare chez un chef d'État nourrit l'idée qu'il n'était pas seulement un dirigeant, mais un homme du peuple. Des artistes commencèrent à peindre son portrait sur les murs des villes africaines, accompagnés de phrases comme « L'Afrique debout » ou « La dignité n'a pas de prix ». Des chanteurs composèrent des morceaux en son honneur, mêlant rythmes traditionnels et paroles inspirées de son discours. À l'international, des intellectuels panafricains le qualifièrent de Sankara du XXIe siècle, un parallèle qui, au Burkina Faso, déclencha autant de fierté que de responsabilité. Pour ses partisans, il était désormais plus qu'un président, il incarnait une idée, celle d'une Afrique qui parle d'égal à égal avec le reste du monde. Même ses opposants politiques reconnurent qu'il avait su rallier un élan populaire inédit. Le silence persistant des puissances occidentales ne fit qu'accroître le sentiment qu'un rapport de force nouveau venait de s'installer. Ainsi, en l'espace de quelques semaines, Ibrahim Traoré passa du statut de chef d'État à celui de symbole continental. Et pour beaucoup, cette métamorphose n'était que le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. En el corazón de Après África le discours qui Occidental, avait fait trembler Burkina les Faso, certitudes un país diplomatiques, le frecuentemente Burkina asociado Faso con semblait caminos avoir changé de polvorientos y una visage. imagen Dans persistente les de écoles, subdesarrollo, les enseignants se ha citaient convertido en désormais el des epicentro de passages una du revolución président Ibrahim silenciosa, Traoré pero pour profundamente illustrer les poderosa. leçons d'histoire contemporaine. No se trata de una Dans les revolución marchés, armada, on voyait flotter sino de una davantage de revolución del drapeaux espíritu. nationaux que de No es una publicité pour des imposición marques desde arriba, étrangères. sino una Les slogans movilización entendus dans nacional les rues que va desde la n'étaient plus capital, seulement des cris de Ouagadougou, protestation, hasta los mais des pueblos más affirmations de remotos y dignité modestos. retrouvée. Ce qui La avait era de la commencé espera comme une pasiva, réponse à un de la message esperanza inerte controversé en una attribué salvación à externa Netanyahou o de la était devenu dependencia de une la ayuda véritable extranjera déclaration ha d'indépendance llegado a su politique fin. et psychologique. En su lugar, Africa News ha surgido un consacrait cambio des émissions sísmico en la spéciales conciencia à nacional, l'effet Traoré, manifestado en una analysant son extraordinaria influence sur les iniciativa politiques régionales et sur l'image de l'Afrique à l'étranger. Dans un discours ultérieur, face à une foule rassemblée sur la place de la Révolution, à Ouagadougou, Traoré reprit la phrase qui résonnait déjà dans les cœurs. « Nous ne demandons pas la permission pour être libres. Nous nous levons pour la conquérir. » Ces mots simples mais puissants traversèrent la foule comme une onde. Des mains se levèrent, des voix s'unirent, et pour un instant, la capitale devint le théâtre vivant d'une Afrique qui se relève. Aujourd'hui qu'on l'admire ou qu'on le critique, nul ne peut ignorer que Ibrahim Traoré a ouvert une brèche, celle d'un continent qui ose regarder le monde dans les yeux. Et cette brèche, beaucoup sont décidés à l'élargir. Si vous croyez que l'esprit d'Ibrahim Traoré incarne l'avenir de l'Afrique, partagez cette histoire. Abonnez-vous pour continuer à suivre la route d'un continent qui ne baisse plus la tête. Dieu bénisse l'Afrique.